bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par la rugby. Et avec moi aujourd'hui, je suis très content d'avoir Théodore de Sarani, ancien deuxième ligne de Racing et plein de clubs autour de la capitale. Bonjour mon cher Théo. Salut Thierry, très heureux d'être là, pas seulement autour de la capitale, enfin tout est autour de la capitale finalement si on prend un peu la distance, mais je te rappelle que j'ai joué aussi au RC Orléans, comité du centre, où j'ai encore beaucoup de copains, peut-être que certains nous écoutent et je les embrasse. Très bien, très bien. Allez, notre pote de Pâques Charny ne peut pas être là avec nous ce soir, donc j'ai quand même décidé de faire le coup d'envoi dans son honneur, comme moi je suis franco-américain, lui il est franco-allemand, et les Allemands ils ont joué contre Géorgie dans le Six Nations bis cette semaine, donc malheureusement ils ont perdu 28-17 contre Géorgie. Tiens, d'autres matchs aussi, il y avait Espagne qui a gagné contre Netherlands, Roumanie qui a gagné contre Pologne 20-8, mais c'est marrant parce qu'ils s'améliorent quand même les Polonais. L'année dernière, c'était 67-27. Et grosse surprise, la Belgique a battu Portugal qui nous a vachement étonnés dans la dernière Coupe du Monde. Ouais, moi ce qui me surprend surtout dans les résultats que tu donnes, c'est l'Allemagne contre la Géorgie, et je trouve que l'écart est pas énorme, et je suis très surpris, parce que c'est vrai que les Allemands, pour le coup, et moi, ça fait très longtemps que je me dis, heureusement qu'ils jouent pas au rugby. Ce serait un massacre. Vu les gabarits qu'ils ont, la rigueur qu'ils peuvent avoir, etc. Ce serait un mélange entre les Sudaf et les Anglais. Ce serait un véritable cauchemar si c'était un sport national chez eux. Donc, heureusement, ils sont pas trop bons. Ils perdent encore contre les Géorgiens. Ça va. Ça devait être un concours de barbe sympa quand même dans ce truc-là. Allez, petit coucou à Casimir Yeti qui nous a donné un super commentaire sur YouTube. Elle a dit « Votre podcast, c'est calme, posé, sans être lénifiant. » Nouveau mot de vocabulaire pour moi. Sans être une entrée massive de nouvelles problématiques ou d'analyse. Votre podcast se tient ferme dans la discussion et l'esprit rugby. Je m'abonne. Merci Casimir le Yeti. Et quel surnom exceptionnel. Ouais, grave, ça devrait être un deuxième ligne avec un surnom comme ça. Ouais, c'est certainement pas un 3/4 en tout cas. En tout cas, il m'a appris en fait que Farrell, le coach d'Irlande, vient du rugby à 13, que je savais pas. Et voilà, ça explique un peu le côté, on va dire, agressif de son jeu en Irlande. Allez, on va pas trop attendre, on va tout de suite parler de ce match France-Irlande. Il faut arracher le bandage maintenant. France-Irlande, c'était une belle vendredi soir à Marseille avec un public bien présent pour la Marseillaise a cappella, toujours un grand plaisir. Après la respiration collective, nous avons démarré ce match sans Sexton et sans Dupont. La France démarre fort avec un joli défense qui se transforme dans une attaque sur la côté droite. Ensuite, James Lowe intercepte le ballon et on est pénalisé. Et signe de force, l'Irlande ne prenne pas les points tout de suite, plutôt un penalty touche. Ça ne marche pas, mais c'est quand même eux qui marquent d'abord 3-0. Et William C. va s'asseoir un peu pour au moins 10 minutes. On souffre sans lui. Finalement, un pénalité contre eux et ballon pour nous pour pas longtemps. Le 4 vert joue bien malgré sa coupe de cheveux affreux. Lowe joue bien un pied, Aki perce sur Ramos et petit service sur le 9 Gibson Park. Donc c'est 10-0 à la 17e minute. On n'a jamais le ballon, donc c'est pourquoi on est déjà 47 plaquages en 20 minutes et quand on a le ballon, on le perd. Pour moi, le coup a l'air un peu à l'ouest, en attaque comme en défense. On a chaud quand même, Tad Furlong n'arrive pas à aplatir heureusement. Crowley loupe un pénalité facile, 3 points pour nous finalement par Ramos, peut-être le vent change. Et non, grosse séquence pour les Verts. Le 10 Crowley serve son deuxième ligne Berne qui marche plein centre sans être touché pour un essai 17-3. William Sayer attrape tous les cartons ce soir, deuxième jaune égale un rouge. Les Irlandais sont plutôt relax maintenant, les Bleus pas de tout. Et c'est pas beau quand même, 2 touches perdues, mais boum, à la sirène, finalement en action sympa pour nous. Pono est envoyé pour son essai 17-10 le mi-temps. Ouais, je pense qu'on redira probablement ce qu'on pense de cette première mi-temps quand on fera le bilan complet du match. Ce qui est sûr, c'est que sur la mi-temps, on tourne avec 7 points de retard de manière plutôt chanceuse et extrêmement favorable. Ça aurait pu être bien pire. Et on a fait une mi-temps catastrophique, vraiment catastrophique. Je vais prendre 2 exemples parce que pour moi, c'est les deux moments les plus saillants de cette mi-temps. Le deuxième essai je crois que c'est Tagburn qui le marque. C'est un essai qui est inadmissible à haut niveau. Une attaque en première main sans aucun danger. Danty, je ne sais pas ce qu'il fout. C'est une défense de cadet première année
avec le bras qui part en arrière comme une porte de saloon, être pris intérieur comme ça sur une attaque en première main au niveau international, pour moi c'est inexplicable. Je veux même pas l'accabler parce que je comprends pas ce qui peut se passer sur un moment comme ça, à ce moment d'un match de cette importance avec le maillot d'équipe nationale sur le dos. Pour moi, c'est une énigme totale. Et puis, alors le double jaune de William C. Les gens disent oui, il faut pas l'accabler, tout ça, etc. Si, il faut l'accabler. C'est lamentable et inadmissible. D'autant plus que le deuxième jaune est un rouge. S'il n'avait pris que le deuxième, il était rouge. Donc, ça veut dire que non seulement il se maîtrise pas dans l'engagement, il ne découvre pas quand même. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on a ces règles-là. Et en plus, il retient pas la leçon. Il re-rentre, il refait la même. C'est inacceptable. Directement, ouais. Donc, que Fabien Galtier et ses copains n'aient pas envie de l'accabler, très bien, ils sont à l'intérieur du groupe. Nous, on est des observateurs extérieurs. Il faut utiliser les termes. C'est inacceptable. Parce que déjà, à 15 contre 15, c'est dur contre les Irlandais. À 15 contre 14, c'est limite injouable. Et la suite, on va. Je te laisse parler de la deuxième mi-temps, Thierry. Mais tu vois mon état Ouais. d'esprit. Ouais, je le vois, je le comprends aussi. Et c'est marrant, Danty, en fait, il y avait derrière, il y avait deux autres, tu vois, il y avait Touchburn, mais il y avait deux autres derrière Touchburn. Je pense qu'il disait, bah tiens, je vais essayer d'aller choper les deux autres, mais il y avait trois mecs C'est pour lui tout seul, interdit quoi. d'être pris Mais intérieur en première main quand t'es sur une ligne de défense qui monte. C'est interdit, c'est tout. S'il je y te a un fais confiance, c'est toi surnombre, le coach. s'il y a un surnombre à jouer et que ce surnombre doit être gagnant à la sortie, très bien. Mais on peut pas être pris intérieur en première main. C'est pas acceptable. C'est vrai que quand même, on se sort pas mal à 17 à 10 pour le premier mi-temps. Deuxième mi-temps démarre avec un pénalité raté par Ramos, dommage. Porter nous gratte le ballon, les Verts vont tout droit. Antonio donne tout ce qu'il peut pour défendre avec un plaquage qui mérite vraiment d'être mentionné, mais on n'arrive pas à arrêter la vague verte. C'est Calvin Nash, le nouveau, le 14, qui va marquer 24 à 10 pour eux. Beaucoup d'efforts par les bleus, mais les verts sont hyper forts dans les rocks. Et let's go, grosse séquence pour les avants blancs. Et merci l'arbitre de touche qui nous valide l'essai pour la deuxième ligne. Gabriag. Gabriag, merci. Et en bonus, carton jaune contre les Irlandais. Le relève est arrivé, changement de première ligne. Et voilà aussi un certain Poloso Tulagi. Résultat, gros mêlée qu'on gagne, mais on profite pas. Les Irish vont camper chez nous pendant un bon bout de temps et Dan Sheeran va marquer 31 à 17. Le Garrett qui fait un joli entrée, nous pique un ballon. Le numéro 4, McCarthy des Verts, il sort. Très très bon match par lui. C'était l'homme de match quand même pour son premier match. Louis Bielberry est arrivé aussi, il fait un peu de bien. Mais on n'arrive pas à surprendre les Irish. Dernier essai, c'est quand même pour eux. Le score final, c'est 38 à 17. Et je pense que bon, on n'a pas besoin de lire l'équipe pour savoir qu'on n'était pas bon ce soir. C'est vraiment un match comme dans un cauchemar. Voilà, c'est-à-dire que on a vécu l'année dernière et on se rappelle notamment du match à Twickenham de cette équipe de France, oui et non, parce que c'était pas la même composition, mais il manquait évidemment des joueurs cadres dans l'équipe qui a joué vendredi. Mais à la fois, on a des matchs comme dans un rêve avec cette génération, à la fois, là, c'est un cauchemar, de bout en bout, avec à peu près rien qui marche, sauf un ou deux éclairs. Je salue effectivement la bonne rentrée de Le Garec, qui a été bien meilleur que Lucu. Lucu qui était un bon joueur, mais qui est complètement passé au travers sur ce match, qui a été inexistant, emprunté, lent, sans impact, mais vraiment nul. Et je suis désolé de le dire, mais Fabien Galtier aurait dû le sortir beaucoup plus tôt. Il était dans un mauvais jour. Ça fait pas de lui ni un joueur mauvais dans l'absolu, ni un mec qu'on veut plus revoir. Il était pas du tout dans ses baskets. Donc à ce moment-là, il faut prendre ses responsabilités. Autre énigme totale sur ce match, la faillite en touche, mais je n'ai jamais vu Oui, l'équipe de France aussi humiliée dans ce domaine depuis, je sais pas, 10 ans. On n'a pas contré un seul ballon des Irlandais, ils ont dû nous en prendre 5 ou 6, ce qui fait qu'ils ont passé la soirée à faire des lancements de jeu, et c'est ce qu'ils font le mieux. Donc, et en plus, on fait le choix de pas sauter. Dès qu'ils sont dans nos 20 mètres, on a tellement peur qu'on saute pas. Et en plus, on se prend quand même 2 essais sur pénal touche. À la parade, 2 du talonneur, hein. Donc ça veut dire que c'est comme on fait à l'entraînement, quoi. Le talonneur lance, ça prend la conquête, je me mets derrière, petit train, au revoir et merci. Alors c'est bien la peine de pas sauter pour faire des défenses aussi minables. Donc ça, c'est pas acceptable non plus, à haut niveau. Voilà. Et ensuite, on a vu une avalanche
de faiblesse technique, mais totalement improbable. Des chandelles loupées, en veux-tu, en voilà, des en avant, Tuilagi rentre, boum, turnover sur lui. Enfin, nous, de turnover, on n'en a pas pris un seul. Enfin, on se regardait incrédule en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de France? Ouais, on a pris un quand même. C'était Le Garec avec qui est tout petit sur le terrain par rapport à des autres qui ont pris Et en face de ça, les renvois, alors Kroos qui nous rate un renvoi, on dirait moi à la belle époque. Non mais c'est pas possible en fait de autant passer au travers. Donc pour moi, il y a pas 50 analyses. Ce qui est sûr, c'est qu'en face, en revanche, les Irlandais ont été Ah oui. excellents. On se Ouais, disait, grave. Sexton est plus là, Sexton est plus là. Oui, Crowley, ok, il a loupé la première pénalité. Mais après, il fait un très bon match. Et quand t'as une équipe en plus aussi dominante devant, je vais pas dire que c'est facile de jouer 10, mais c'est quand même beaucoup plus facile. McCarthy, j'ai jamais entendu parler de ce mec-là, je croyais que c'était un homme politique Il était américain. incroyable. Non, 22 piges, et il a fait ce qu'il a voulu sur le stade, sur le terrain du Vélodrome. Les mecs, ils ont pas honte en face. Non, et j'espère qu'ils sont piqués au vif. Je sais pas comment ils vont remobiliser les troupes, ou si le mal est beaucoup plus profond que ça, et ça, on va le voir contre l'Écosse. Soit on arrive à secouer les Écossais, à faire un grand match, à gagner là-bas, avec des convictions en disant, attendez, il y a eu un gros trou d'air, mais c'est fini, parce qu'en fait, on est quand même cette grande équipe, même s'il nous manque des joueurs. Soit ça va être une soupe à la grimace, et là, je suis très inquiet pour l'équipe de France sur l'année qui vient. Très, très inquiet. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que si tu te souviens on a perdu Dupont contre Namibie, et en fait, après ça, on avait super peur, en fait. On dit, ah, mais merde, on a joué contre Italie, et quand même, ça reste dangereux. Et en fait, on a mis 60 pitch, tu vois. Donc, en fait, on est dans un moment super important, parce que l'effet de mettre 60 contre l'Italie, c'était énorme, et ça nous a redonné un certain confiance. Donc là, contre l'Écosse, il faut qu'on vraiment on le sort pour se prouver. Moi, C'est, ce qui m'a inquiété aussi, et ce qui continue de m'interpeller, c'est à nouveau, alors je l'avais dit la semaine dernière, hein, et il l'a répété, Thomas Ramos qui dit qu'on arrête de nous parler de la Coupe du Monde. Il nous fait une interview de sortie de match complètement surréaliste, où il nous dit arrêtons de parler de la Coupe du Monde, mais il commence par ça, personne ne lui en parle. Il dit juste, il a un regard totalement fuyant, et il nous dit mais non, mais maintenant c'est fini, nous on a envie de passer à autre chose, etc. Ouais, mais la vérité c'est qu'on n'est pas du tout passé à autre chose, parce que sur ce match catastrophique, on relève des travers qu'il y a eu à ce quart de finale où on a été éliminé, c'est-à-dire des erreurs techniques très inhabituelles. On va pas revenir sur le quart de finale, mais les 14 points qu'on donne en première mi-temps, quand on perd d'un point à la fin, c'est pas la peine de pleurer contre l'arbitrage et le complot du rugby britannique. On l'a perdu comme un grand, ce quart de finale. Et je suis désolé, Galtier ne nous a pas encore donné d'explication sur ce quart de finale perdu. Il fait comme si ça n'existait pas. Je suis pas d'accord avec cette approche, et c'est pas la peine de dire c'est fini, c'est loin. Non, c'est pas loin. Pourquoi on l'a perdu? Pour un certain nombre de raisons qui ont là été complètement mises en lumière, et 4 fois pire sur ce match-là. Je sais que ah, t'es pas d'accord, hein, Thierry. oui, bah, écoute, Mais moi, je suis colère parce que si tu veux, quand on se dit on avait une équipe excellente pour être sur le toit du monde, et quand 2 mois après une défaite, on se retrouve à perdre comme des peintres à la maison contre certes une bonne équipe d'Irlande, mais c'est quand même pas non plus une équipe imbattable. On les a déjà battus, on doit rivaliser avec eux. Ils nous ont foutu 20 pions chez nous en rigolant. Voilà. ouais. Et les mecs, ils sortaient, je suis persuadé qu'ils avaient le petit sourire en coin qu'on déteste. Ben moi, je supporte pas. Bah, écoute, moi, je trouve qu'il faut pas être alarmiste non plus, hein. En même temps, je sais pas comment on était favoris, parce que pour moi, bah, il fallait se reprouver, Moi, j'ai pas se dit qu'on était re favoris, tu te souviens, hein, oui, non, mais oui, je sais, mais tous les autres disaient que la France était favori. Pour Non. moi, on n'était pas forcément favori, parce qu'il fallait on se reprouve. En même temps, on a 2 pertes à la suite, 2 défaites à la suite, ce qui est assez étonnant pour cette équipe de France. Mais en même temps, on a 4 en 2 ans et demi quand même. Tu vois, on joue en 31 matchs, je pense qu'on est à 27 et 4 Ok, défaites. j'espère que c'est pas une nouvelle série qui démarre avec plus de défaites. Alors, ce qui est vrai, Ouais. c'est que on a quand même, on fait comme si c'était pas grave de pas avoir Antoine Dupont. Évidemment que c'est Ah, grave de pas avoir Antoine Dupont, c'est évident. Donc, moi, je continue de penser que c'est top qu'il fasse les Jeux Olympiques. Je pense que c'est une bonne décision. En revanche,
Je trouve ça un peu curieux qu'il joue avec son club le même week-end que l'équipe de France, parce que il se prépare aux Jeux Olympiques, mais il arrive quand même à jouer à 15 avec le Stade Toulousain. Je comprends pas, Ouais, j'ai pas compris ça non plus. je comprends pas bien. Pour moi, c'est pas clair. Maintenant, il est pas là. Qu'est-ce que cette équipe est capable d'aller chercher comme leader, comme certitude, comme conviction, notamment en charnière et au centre du terrain par rapport à ce qu'on a vu là contre les Irlandais? Mais bon courage pour l'Écosse, parce qu'on va en parler après. Les Écossais, ils ont quand même une très belle équipe. Ils viennent de gagner au Pays de Galles d'un souffle, mais ça veut dire que eux, ils peuvent rêver au Grand Chelem. Ça fait, je sais pas combien de temps que ça leur est pas arrivé. Donc, ils ont pas du tout l'intention de perdre à Murrayfield contre nous. Donc, nous, est-ce qu'on y va à l'abattoir ou est-ce qu'on y va en se disant, attendez, les gars, ok, là, on s'est bien planté, mais attendez, vous allez voir qui c'est Raoul. Je suis très impatient de voir ce match. Alors, c'est qui, Raoul? C'est assez drôle parce que on a parlé la dernière fois, mais il fallait que je coupe au niveau de temps, mais on a dit qu'il y avait 56% des Français qui disaient qu'en gros, l'absence de Dupont aura peu d'impact sur le tournoi. Bah, c'est bien en fait parce que ça veut dire que 56% des Français commencent à penser comme des Américains de l'esprit positif, tu vois. Donc, Ouais, ça doit être ça. c'est... mais Mais franchement, là, Dupont, là, on reconnaît qu'il c'est juste un général sur le terrain. alors, il y Mais a bon, il ça. faut qu'on passe à l'autre match. Oui, mais il y a ça, Thierry, et moi, il y a quand même un point qui m'inquiète aussi, c'est quand je vois la performance d'un Bundy Aki, en particulier la qualité de son Ah oui. intervention sur le premier essai et le match qu'il fait par rapport à nos centres. Je suis désolé, mais Bundy Aki, il est en train de donner, même s'il est sans doute un peu le même âge qu'eux, un gros coup de vieux à Danty et Ficou. Parce que Danty et Ficou, qui sont tous les deux des grands joueurs, et on va pas les accabler, là, en termes de créativité offensive, excuse-moi, c'est quand même pathétique. Ils ont vraiment pas été bons du tout. Et si on Ouais, a on aussi avait peu de le ballon. conviction avec des petites courses en travers et des petits machins et des plaquages ratés au centre du terrain, bah les gars, s'ils y sont plus, je suis désolé, il faut laisser la place aux jeunes. Hein. Bah, C'est très écoute, moi, cruel, mais c'est comme ça le sport de haut niveau. Hein. on prend ce match-là, on le met dans le poubelle, on dit il y a plein de choses à apprendre, mais bon, en même temps, il faut passer à autre chose et surtout dans l'envie. Allez, il faut qu'on parle de Italie-Angleterre parce que ça, c'était un sacré match aussi. On est à Rome où la défense italienne est bien présente avec un grattage en 2 minutes. Les premiers points sont à 4 minutes pour le squadra, 3-0. Encore des fautes anglaises. Les Anglais, ils ont même pas le temps de chanter un Swing Low Sweet Chariot avant que Breaks casse tout. Monty Ione, Imenas et Cannone galopent et finalement offload pour le petit frère de Garbercy, 10-0 pour Italie. Balle aux Anglais, mais c'est pas si simple. Beaucoup de contests par les Italiens, 10-3. Contre-attaque anglaise, mais la défense est très rapidement en place. Grosse charge par le jeune 6 Roots Rock Reggae et Freeman qui se retrouve libre pour donner l'essai à Mr. Quotidien Elliot Daly. 10-8 pour ce match, c'est très sympa. Angleterre essaye de mettre leur patte sur le match, mais c'est plutôt Italie qui va le faire avec une belle essai des arrières à 25 minutes. Un des plus belles essais, surtout de week-end et peut-être pour ceci nation. 17-8 pour Italie. Les Anglais toquent sur la porte, difficile à les repousser, mais la défense italienne reprend présent, bravo. Ford ajoute 3 points quand même, 11-17 et encore 3 points, 17-14 pour la première mi-temps. Deuxième mi-temps, Freeman puis Stewart montrent leurs jambes et c'est Mitchell, le 9, qui va marquer l'essai, 21-17 pour l'Angleterre, finalement. L'Angleterre continue à mettre des points, 24-17. Tiens, on voit Dan Cole avec 118 caps qui entre en jeu. D'ailleurs, les vieux Anglais ont fait des super matchs. Marler, par exemple, Jamie George, le capitaine, est un honneur avec 10 plaquages. Itoje qui était bien présent aussi. 27-17 à 70 minutes. Les Italiens sont un peu impuissants jusqu'aux dernières minutes où Monty Ione va marquer une très belle essai qui donne quand même le bonus défensif, 27-24 pour la fin du match. La semaine dernière, mon cher Théo, tu m'as dit qu'il fallait mesurer l'Italie contre les Anglais. Comment tu les trouves alors? Écoute, je vais être très honnête, j'ai pas vu le match en entier, j'en ai vu que des morceaux parce que j'étais avec mes petits U12 en tournoi. Voilà, donc Très bien. j'en ai vu un bout au clubhouse où j'ai bu un petit café après pendant qu'ils prenaient eux le goûter. Mais du coup, j'ai pas vu le match en entier. J'ai été très surpris par le score. J'ai vu que les Anglais ont été menés. Et je t'avais dit, bon, pour moi, il n'y a pas d'issue sur qui va gagner. La question, c'est le nombre de points d'écart. Donc, je me suis pas trompé sur qui a gagné. C'est bien les Anglais. Par contre, si moi, j'avais dû mettre
un billet, j'aurais pas du tout parié sur un écart aussi étroit. Et donc, je trouve que c'est de très bon augure pour cette équipe d'Italie, parce qu'elle commence à rivaliser quand même avec les grosses écuries du tournoi de façon plus régulière. Tant mieux, tant mieux. Si elle pouvait rivaliser et puis gagner un peu plus et arrêter avec cette tradition de la cuillère de bois, moi j'en serais ravi pour eux. Et puis ça nous mettrait la pression à nous, parce que à ce rythme-là, ben, on va être moins bon que les Italiens si je vois la performance qu'on a fait contre les Irlandais. Bon, j'exagère, je suis un peu sévère, mais en tout cas, euh, moi je suis ravi qu'ils aient perdu d'aussi peu. Je suis très content que comptablement ils prennent un point de bonus défensif parce que c'est très bon pour le moral et sportivement c'est très juste. Donc voilà, chapeau à eux. Et maintenant, nous, on attend de toute façon de voir les Anglais contre les Français. Et c'est ça qui va être chaud au mois de mars. Ouais, je pense que ça va te chauffer Irlande parce que c'est le prochain match. T'imagines, tu démarres et Angleterre et puis Irlande, c'est un peu chaud. Moi, je trouvais c'était un match super sympa à regarder, surtout le premier mi-temps. Je trouvais un tout petit peu de dommage. Il manquait un peu de peps, je trouvais, par la public italienne. J'étais surpris parce que si c'était genre en Argentine ou en Géorgie qui menait, ils ont jamais battu les Anglais quand même, donc qui menait au mi-temps, j'attendais que ça soit un peu plus brillant. Euh, Les mais Anglais, sinon, ouais, les Italiens ont pas un public de rugby quand même. C'est pas un peuple très connaisseur. Ça reste un sport mineur chez eux. Je pense qu'ils sont tellement pas habitués ils étaient ils surpris. étaient peut-être un peu démunis, je sais pas. Et puis je trouve que le stade de Rome est quand même un stade très ouvert qui, à mon avis, ne favorise pas le côté chaudron et ambiance à la voix. Les stades italiens, il y a souvent des pistes d'athlée entre la tribune et le terrain. Et ce stade qui est certainement très beau ne me semble pas très propice à l'encouragement par le public de son équipe. Ouais, parce qu'on a quand même entendu des Swing Low Sea Chariots, donc peut-être en Italie, il faut qu'ils chantent un peu plus quand même. Je trouve qu'il manque un peu de peps au neuf quand même, ou au moins peut-être juste un manque de soutien, parce qu'il avait beaucoup de mal, surtout Varney à la deuxième mi-temps, de sortir le ballon. Mais au moins, super démarrage, on va dire, pour le nouveau coach. Espère de voir des nouvelles choses la semaine prochaine. Allez, dernier match pour le week-end, c'est Pays de Galles contre l'Écosse. Super match. Allez, à 8 minutes, on est 3-0 pour l'Écosse. Il faut attendre 2 minutes de plus pour les Big Boys de l'Écosse pour marquer l'essai. C'est le pilier Schumann en l'occurrence. 10-1-0, puis 13-1-0. Les Red Dragons sont parfois dangereux, mais la bonne défense des Chardons, est présent, et tout comme leur attaque, surtout le 15 row. À 30 minutes, Finn Russell est dans un boulevard. Il sert son Sudaf Vandermel 20-0. Les Bleus sont méga actifs dans les rucks, mais les Roux sont toujours présents dans les 22 des Bleus pendant 10 bonnes minutes, mais 0 point pour eux. Deuxième mi-temps, Finn Russell est le pilote et Vandermel est le bolide de course. Magnifique essai de 50 mètres. 27-0 quand même. Petite réaction des rouges. Transformation par un mec avec un moustache horrible. C'est comme 2 vers de terre qui sortent de son nez. Il y a aussi un carton jaune contre les Bleus et donc un autre essai pour les Rouges, logique, 27-12. Finn Russell essaie de prendre son rôle de capitaine et calmer les troupes, car il y a beaucoup trop de fautes. Tupiluto chope un jaune et essaie encore par la fameuse Wainwright avec sa tête à coude, qui marque 27-19. La folie continue. Dyer fait oublier Louis Ruiz-Zamet et un autre essai a marqué par un deuxième ligne. Petit rappel, on avait 27-0 à 44 minutes et là 26 points en 25 minutes par Pays de Galles. Tiens, il y a l'acteur William Dafoe, un Américain à Cardiff. C'est pas Taylor Swift, mais bon. Retour au match, encore 8 minutes. Les courses des Chardons ne passent pas. Encore 6 minutes. Toutes les issues sont fermées et c'est l'Écosse qui garde la tête froide, même si l'essai de Vandermeer n'est pas validé. L'Écosse échappe de justesse. Écoute, on pourrait faire une émission entière sur ce match. Franchement, ça fait partie des matchs complètement magiques qui nous font dire que le tournoi Destination est une compétition unique. J'aurais aimé être dans ce stade pour vivre ce que les supporters gallois ont vécu. C'était mais dément. Moi, je suis rentré de mon petit tournoi, je me suis foutu dans le canapé devant le match, en me frottant les mains, je me suis dit, j'adore ce genre de match entre Britanniques quand il n'y a pas les Anglais, parce qu'on sait pas trop pour qui on est, alors que quand il y a les Anglais, on sait qu'on est contre eux. Et je me suis mais régalé, parce que le cavalier seul de l'Écosse, toute la première partie, mais est une démonstration. Cette équipe marchait sur l'eau, et en plus, il tourne à 20-0 à la mi-temps, ce qui est quand même assez humiliant comme score,
Ils attaquent la deuxième mi-temps, ils Ouais, ça remarquent allait tout de pas suite s'arrêter. 27-0. Et là, on se dit, putain, les Gallois vont en prendre 50 à la maison, quoi. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas quel fait est passé dans le stade et quelle poudre de perlimpinpin a été projetée sur les joueurs gallois qui, d'un seul coup, mais se sont mis à marcher sur l'eau, et à l'inverse, les Écossais avaient totalement la tête à l'envers. J'ai un seul regret, c'est qu'ils aient pas fait match nul, parce que il y a eu tellement, franchement, une mi-temps chacun, et tellement d'émotions fantastiques offertes par les Gallois en réaction au récital des Écossais, que pour moi, c'est un match sans défaite. C'était un spectacle absolument magnifique, comme quand tu vas, je sais pas, voir un spectacle de danse à l'Opéra Garnier où tu en prends plein les yeux et tu te dis, ces gens sont d'une autre planète. Voilà. Donc, c'est tout le contraire de ce qu'on a vu dans le France-Irlande, c'est-à-dire des joueurs qui, certes battus et dominés, ne sont pas restés apathiques et se sont rebellés. Et c'est ça qu'on aime dans le rugby. C'est cette réaction euh, profonde qui vient des tripes et on ne sait pas pourquoi, qui dit non, vous avez beau croire que vous êtes meilleur que nous et nous marcher dessus et nous tenir la dragée haute, en fait, 1, on n'est pas mort, 2, on va vous le montrer, et 3, vous allez le regretter de nous avoir pris pour des cons. Et c'est extraordinaire la partition qu'ont joué notamment les Gallois. Moi, quand j'ai vu le 4e essai qui revenait à 26, je sautais sur mon canapé, et pourtant je suis d'aucun des deux pays. J'en suis pas revenu. J'ai trouvé ça absolument sublime. Wainwright, qui était complètement quelconque en première mi-temps, effectivement, avec sa coupe, sa moustache, son truc, on s'en rappelle, et son bandeau affreux, il nous avait fait mal à la Coupe du Monde 2019, parce que c'est le coup de coude, t'as très bien dit, la tête à coude, sur sa tête à lui, qui a précipité l'élimination des Français en 2019. Il fait un match, mais totalement improbable. Il marque, coup d'envoi, il récupère le ballon, Ouais, il ça, refait c'était 35 mètres dans la défense le coup d'après. Mais tu te dis, on est où? Ah non, c'était dément. Donc, je pense que les gens, en sortant de ce match, les supporters écossais gallois n'ont pu que se tomber dans les bras en se disant, mais mon Dieu, que c'est beau ce sport, quoi. Merci, je sais pas, hein, parce que ma femme a dit un truc intéressant. Elle a dit si les Gallois étaient un peu mieux coiffés, ils auront peut-être gagné. Allez, semaine prochaine, on a la France qui va à l'Écosse, on a l'Angleterre qui va recevoir Pays de Galles et Irlande qui va recevoir Italie. Donc un peu dur pour Italie, je pense, avec 2 grosses matchs par la suite. Mais comme tu dis, bah si réussissent à faire un truc un peu similaire, ça va être quoi, de 7 points, on serait content. S'ils perdent par moins de 7 points, ça serait quand même. Bah, ce serait génial d'aller chercher un bon résultat là-bas. Après, le problème, c'est que les Irlandais, en ce moment, là, ils ont regonflé le capital confiance, c'est monstrueux, parce qu'en plus, ils vont être à la maison, c'est devant leur public pour la première fois depuis la décession de la Coupe du Monde, et là, ils ont dit, bah, regardez comment on peut se racheter, et à quel point ce maillot vert veut dire quelque chose pour nous. Donc, les Italiens, je suis quand même très, très inquiet pour eux, je pense qu'ils vont passer une mauvaise après-midi. Ouais, c'est En tout cas, moi, j'aimerais pas y aller, faut être Ah honnête. non, j'ai loupé l'avion, pardon, chef. Pardon, coach. Ah oui, c'est l'anniversaire de mon chien, je peux pas venir. Par contre, Pays de Galles contre l'Angleterre, ça va être intéressant parce que j'ai bien aimé cette équipe d'Angleterre, en fait. Je ose le dire. Il y avait des jeunes qui m'intéressaient pas mal. Et je trouve que c'est une équipe qui était intéressante. Deuxième mi-temps. Premier mi-temps moins, mais. Ce qui m'a intéressé beaucoup avec l'équipe de Pays de Galles aussi, c'est l'intelligence du coaching de Warren Gatland, parce que en particulier, il fait rentrer Thomas Williams à la mêlée, qui fait une mi-temps d'enfer. Donc, je pense il a pas tardé à changer. Il a dit, bah, l'équipe est pas du tout dans le coup. Perdu pour perdu à 20-0. Bah, attendez, on va donner la place aux jeunes en leur disant, bah, montrez-nous les gars. Si c'est pour vous si c'est à vous la place de titulaire, on va vous la donner, hein. Donc, je pense qu'il a été très malin. Maintenant, les Gallois, ils ont quand même leurs problèmes. Là, ils ont eu un sursaut d'orgueil extraordinaire. Est-ce qu'ils peuvent refaire ça? Souvent, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est bien ces 15 mecs qui étaient sur le terrain qui ont fait cette remontada absolument incroyable. Ça va forcément leur donner un peu de confiance pour affronter les Anglais, parce qu'ils vont se dire, rien n'est impossible. On était mené 27-0. Et en fait, si on pense aussi à une autre équipe, à un autre match à nous contre l'Écosse, bah, l'Écosse, en fait, c'est pas un match où il peut sortir avec la tête haute non plus. Tu vois, ils ont bien joué la première mi-temps, mais après, ils ont peur quand même. Donc, c'est ça qui est fou, c'est que c'est vraiment un match à qui perd gagne, parce que je suis persuadé
qu'en dépit de la défaite des Gallois, ils étaient d'une Ah oui. fierté infinie d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Enfin, moi, j'aurais vécu ce match-là, je serais allé à la réception derrière bouffer mes trucs sans aucune honte. Alors que si j'avais été français là, j'aurais eu les boules et je serais été direct dans le bus. Mais là, j'aurais eu envie d'aller parler aux gens de ce match incroyable et de ce moment. Alors que les Écossais, on allait leur dire, bah les gars, 27-0, 27-26, mais qu'est-ce qui vous est Ouais. arrivé là? En fait, c'était peut-être de la chance, vos 27 points. Et eux, ils ont, à mon avis, beaucoup plus de doutes, finalement, que les Gallois qui se sont dit, mais on est capable de tout, nous, Ouais. en fait, on n'a peur de rien. Mais par contre, Finn Russell, super, surtout en défense aussi, et je trouve il est vraiment, c'est son année. Finn Russell a fait C'est un son année, en super fait. match. Il a fait un Ouais. En super plus, match. il a pas Sexton en face, il a pas Farrell. Il a mené son attaque d'une main de maître. Quand il est comme ça, c'est chirurgical et c'est magnifique. Et comme tu le dis très justement, il a pourtant pas un très gros gabarit, mais en défense, C'est très bon. il a été Mmh mh. énorme. Et en face, il y a quand même des beaux bébés. Bah, écoute, si on part de notre équipe pour, la semaine prochaine, en fait, c'est difficile à se projeter en deuxième ligne, donc l'annonce n'est pas encore faite pour qui va être dans ce match équipe de France, mais parce qu'on a, Williams n'est pas là, je pense que Tao il est soit blessé ou malade. Tiens, on a eu Wardy aussi qui s'est fait casser la poignée, il me semble. Ouais, il a l'air Donc d'avoir une grosse blessure, ouais. ouais, donc en fait, en deuxième ligne, on va être Woki peut-être et Tuilagi, donc ça va être intéressant de voir Tuilagi, mais Oui, ou Gabriag, parce qu'il a fait un bon Gabriel, match, oui, il a Gabriag, fait un pour bon le coup. match. C'est un des seuls qui a fait un bon match. J'adore des histoires comme ça, des mecs qui reviennent après, je sais pas combien Ouais, d'années, tout à fait. c'est sympa. C'est sympa Oui, pour lui. à mon avis, ça va être Woki Gabriag. Mais Woki, voilà, il a intérêt à montrer que il a digéré tout ça aussi, Ouais. parce qu'il a fait une rentrée assez quelconque dans une équipe qui était quelconque. On peut pas lui en vouloir. On sait qu'il a fait des grands matchs en équipe de France, mais là maintenant, il faut montrer. Moi, j'ai été assez frappé par Woki, dont j'avais lu une interview, je crois, avant la Coupe du Monde. Il disait, moi, le rugby, c'est pas vraiment ma passion. Je fais mes matchs, je fais mon boulot, puis après, quand je retourne chez moi à la maison, je regarde pas le rugby. Ça m'intéresse pas tant que ça. J'avais été très très surpris de ça. Je sais pas ce que ça veut dire et je sais pas si on peut être un grand joueur et marquer son équipe de son empreinte et l'histoire de son sport en n'étant pas très passionné par son sport. Ça m'avait énormément surpris. J'ai envie de voir ce qu'il y a derrière ça. Est-ce qu'il a envie de remontrer que ça peut être lui le titulaire du poste et lui le taulier. J'aimerais beaucoup qu'il nous le montre. Tu sais, c'est marrant parce j'ai eu l'opportunité de faire pas mal d'interviews sur ce podcast. Ouais. Et en fait, il y avait un joueur que je vais pas nommer qui m'en a dit ça en off. Il disait il était très surpris par la nouvelle génération qui arrive au vestiaire avec le téléphone en main, qui regarde pas surtout autour de lui, qui fait pas forcément partie de l'équipe et qui repart sans prendre la bière après match. Et en fait, pour eux, c'est un boulot. Et il est un peu surpris par une jeune génération qui le voit comme ça. Mais est-ce que tu Alors, je pense vois... qu'ils sont pas tous comme ça. Moi, j'ai du mal avec j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps là-dessus. J'ai du mal avec ces stigmatisations générationnelles. Les Y sont comme ça, la génération Z, ils sont comme ça. J'aime pas trop ce truc. Il y a des tendances fortes, mais il y a aussi, je pense, dans cette jeune génération, des mecs qui pensent au rugby du matin au soir. Ouais, comme Et on en connaît. On connaît des gamins, Ouais. même qui sont pas encore des joueurs de haut niveau. Moi, j'en connais autour de moi, le fils de copain. Ce gamin ne pense qu'au rugby. Parce que c'est pas que c'est sa passion, c'est que c'est son oxygène. C'est bien au-delà de la passion encore. S'il y a plus de rugby, c'est la déprime totale. Bon. Il y a aussi ça. Maintenant, c'est pas d'être passionné par un sport qui fait les champions. Mais je me demande s'il n'y a pas quand même une petite touche de De cette ça dedans. passion nécessaire pour aller chercher le supplément d'âme. Est-ce que tu vois d'autres changements pour ce 15 de France de la semaine prochaine? Bah, moi, j'espère qu'il va dégager Lucu, qui a été très mauvais. Et je pense que tu peux pas redonner ta confiance sur des postes clés à des mecs qui font des très mauvais matchs. Ou alors, je comprends plus rien. Mais à mon avis, Lucu devrait être remplaçant. J'espère qu'il va faire commencer le Garec, qui fait plutôt une bonne rentrée, qui a été beaucoup plus vif, et qui, lui, est un mec qui pue le rugby. Donc, oui, j'espère que Lucu sera sur le banc. Et puis, je m'interroge beaucoup quand même sur la paire de centres et pourquoi est-ce qu'on fout Moefana à l'aile alors qu'il joue centre en club? J'en ai marre de ces bricolages. Et qu'on a On a des Louis ailiers Bébé en derrière. France qui ont des cannes. Il n'a pas été bon à l'aile non plus. Et je suis désolé, je ne vois pas pourquoi il serait meilleur à l'aile que tous les ailiers de France alors qu'il joue au centre. Ça Ouais. m'énerve. Tu Quand on sais, était c'est encore dans les années 90 ou 2000,
que t'aies des mecs tellement au-dessus du lot et polyvalents qu'il valait mieux faire jouer Damien Traille arrière, je sais même pas pourquoi, à cause de son coup de pompe ou je ne sais quoi, admettons. Mais là, non. Pour moi, il y a des spécialistes du poste. En plus, maintenant, on te fout des quilles chirurgicales sur les ailiers en permanence. Ben, les mecs, il faut qu'ils jouent ailier le dimanche, c'est tout. Ouais. Tu sais, c'est marrant parce que cette choix d'aller avec la jeunesse serait pas un mauvais choix parce que je trouve que cette signation-là, il est différente dans le sens que on n'a pas beaucoup de vieux, comme on a déjà dit, Ferrell, il est plus là, Sexton n'est plus là, notre ami Alwyn Jones, bien sûr. Par exemple, je te donne les joueurs au-dessus de 30 ans d'âge. Ce week-end, en Irlande, il y avait 13 joueurs au-dessus de 30 ans. En France, 8. En Écosse, 7. En Angleterre, 7. En Italie, 3. Et en Pays de Galles, un seul joueur au-dessus de 30 ans. C'est fou. Pays de Galles, un seul. Et t'as vu les valeurs qu'ils ont eues pour renverser ce match-là? Mais ça prouve qu'ils ont une belle génération quand même, parce que aussi peu expérimenté en matchs internationaux, mener de 27 points chez soi, avoir une telle réaction et venir mourir à 27-26, ben vraiment encore plus chapeau. Très bonne stat et intéressant. Les Irlandais, ça prouve quand même qu'ils ont des cadres qui sont très solides, ils sont nombreux, effectivement à être très expérimentés, mais je note quand même que le man of the match, c'était McCarthy qui en a 22. Donc ils ont quand même pas que des vieux. Hein. Et lui, on l'avait pas vu venir, et bonjour le match qu'il fait quand même. Exceptionnel. Bon, malheureusement pour nous, on a aussi perdu en U20. La France s'inclinait face à Irlande qui a marqué 37 points quand même. On n'a marqué que 31. Donc, c'était pas assez pour gagner notre premier match de 6 nations U20. 37 comme les seniors du coup. Ouais, exact. D'ailleurs, ils ont un deux clairs. Ils ont déjà leur Sudaf, les Irlandais U20. Ils ont un deux clairs qui est dans 9. Alors, il peut y avoir aussi des Irlandais qui s'appellent De Klerk, hein, je crois. C'est pas forcément un Sudaf. Faudra qu'on vérifie quand même. Ouais, bon, faut y recherche à faire. Dans d'autres sports, parce que quand même, on aime bien d'autres sports. Tiens, tu sais, dans la NBA, le stat du jeune Français qui est là-bas, qui cartonne, Victor Wembanyama, et en fait, il a aujourd'hui, environ mi-chemin de saison, il a plus d'interceptions et plus de contres dans un demi-saison que Rudy Gobert elle a eu quand il avait gagné le joueur défensif de l'année. Tu te rends compte? C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et en plus, c'est son première année. C'est un truc de C'est ouf. monstrueux. Alors, ça empêche pas les Spurs de souffrir beaucoup quand même. Hein, Oui, mais bah, c'est l'esprit du numéro 1 de la draft. On l'avait déjà expliqué. C'est les équipes qui sont mal en nul. point, mal classées, qui ont le droit d'aller chercher les meilleurs joueurs et ça permet d'équilibrer les choses à l'intérieur des ligues. Ce qui est, autant tu sais que j'aime pas les ligues fermées, autant j'aime bien cette politique de draft que je trouve très intelligente parce qu'elle permet d'équilibrer les choses et de saupoudrer des talents sur des terroirs un petit peu en difficulté, on va dire. Moi, je suis ça un peu. C'est quand même un garçon extraordinaire et d'une précocité complètement folle. Il est très jeune. Il va faire une carrière à tout casser. Ce que j'espère, c'est que son corps va supporter ses charges de travail. Parce qu'à 2,20 m, je sais pas, tu vois, quelle est la dimension de fragilité articulaire, tendineuse, etc., que ces très grands oiseaux-là peuvent avoir, quoi. En parlant des mecs de 2 mètres, en fait, j'étais dans un magasin de cuisine ce week-end. J'ai vu un mec qui te ressemblait quand même pas mal. J'ai regardé, je dis tiens, une oreille un petit peu, à frotter, il a 2 mètres. Je dis ah, tu joues au rugby? Il dit oui. Bah, tiens, voici ma carte pack de potes, viens nous écouter. Il me ressemblait pas mal, tu veux dire un beau gosse? Un beau gosse, exactement. Bon, bah, évidemment, bah oui. Exactement, et bricoleur aussi. Allez, petite dernière chose, peut-être tu sais, peut-être tu sais pas, mais il y aura du breakdance dans les Jeux Olympiques de cette année en France. J'ai vu ça. Ça va être assez intéressant quand même de voir ça. J'ai hâte de voir ça avec mes enfants. Par contre, est-ce que tu sais le nouveau sport qui va être dans le JO après, qui va être à Las Vegas, aux States? Quel est le nouvel sport qui Non, va ça, être? j'ai pas suivi. Tiens, c'est le flag football, qui est comme le rugby à toucher, en fait, avec des petits drapeaux sur le côté, tu vois, sur tes hanches. Donc, Mais c'est le avec flag quoi comme football. ballon? Mais Un avec ballon ovale? ouais, non, c'est un ballon de foot américain. C'est comme Ok, le un foot ballon de américain, foot américain. sans protection. Tu joues avec des petits drapeaux, tu tires le drapeau et la personne est arrêtée à l'endroit où tu tires le drapeau. Ça va devenir un sport olympique. Bah, au moins, ça va être en 2028. C'est comme ils font tous les années, comme le breakdance. On ne sait pas si ça va vraiment devenir un Ouais. sport. Tu vois, mais en flag football en 2028, ça va être pas mal. Et en plus, la France, peut-être tu sais pas, mais en 2006, ils étaient flag football world champions pour hommes et femmes. En Incroyable. Alors 2006. ça, tu m'apprends quelque chose. Le flag, c'est très sympa. On y joue parfois à l'entraînement aussi au rugby avec des petits trucs sur les côtés, des petits drapeaux en velcro.
c'est rigolo comme tout. Et moi, quand j'étais plus jeune, ça va faire marrer peut-être quelqu'un de nos auditeurs, mais on faisait ça quand j'étais au scout, les scouts, tu connais Ouais. ça? On mettait le foulard dans le dos, et il fallait choper le foulard, et ça s'appelait le scout ball. Scout. Bon, sur ces bons mots, on va passer une bonne semaine. On espère d'avoir un bon week-end aussi, en espérant que le rugby, ça va dans notre direction ce week-end-là. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de passer ce moment avec toi, mon cher Théo. Et on dit un coucou à notre cher Charlie. Et on dit à très bientôt à vous, nos chers écouteurs. Oui, et puis faites comme Casimir le Yeti, hein, n'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire, un rating positif avec plein d'étoiles, ça nous fait toujours plaisir. Effectivement, on embrasse notre grand Charlie, on espère le revoir très vite avec nous, et puis on espère surtout que les Bleus nous feront meilleure impression la semaine prochaine à Murrayfield, toujours un grand rendez-vous, et le rendez-vous d'après, c'est l'épisode du pack de potes pour le débriefing. On vous embrasse. Allez, ciao, ciao.